Aujourd'hui, la productivité proche de zéro, après 5 ans de politique de l'offre, indique tout de même que cette idée ne marche pas. Ce gouvernement, là, aujourd'hui, dit c'est pas les recettes publiques que je vais toucher, mais c'est bien faire baisser la dépense publique. Du coup, si vous faites peser le retour à l'équilibre via la dépense publique, vous avez une probabilité plus forte de faire payer un peu plus les ménages des déciles du bas que ceux du haut. Et il va falloir effectivement que tout le monde prenne une part de cet effort, y compris les grandes entreprises, y compris les ménages aisés. Merci. Bon, on nous avait quand même expliqué depuis le début du quinquennat Macron que ce qui fonctionnait, c'était les baisses d'impôts, le ruissellement, et que c'était ce qui permettait de soutenir l'investissement et la croissance. La Cour des comptes allant jusqu'à parler de 60 milliards de baisses d'impôts. Visiblement, c'est un peu plus compliqué que cela, et la réalité rattrape également le gouvernement. Je voudrais que vous puissiez commenter, parce que je crois que vous ne l'avez pas fait, le graphique qui est en page 20, qui montre justement que entre 2017 et 2024, on est passé d'un écart de 3,4 entre les recettes et les dépenses à un écart de 5,8, et qui montre particulièrement bien que cet écart s'est creusé du fait d'une baisse des recettes fiscales. Et je voulais savoir si justement cette évolution, si on enlève la partie 2020, avait un impact sur la question notamment de la croissance. Et j'enchaîne là-dessus en disant que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ces marches que vous avez évoquées à plusieurs reprises, eh bien, quelque part, elles devaient être payées par quelqu'un, que jusqu'ici, c'était l'État, d'une part, par la dépense publique, et d'autre part, les salariés par l'acceptation de revenus qui ne suivaient pas l'inflation, et donc par une baisse de leurs revenus réels qui les avait posés, et qu'aujourd'hui, quelque part, vous nous expliquez que la réduction de ces marches allait être payé par une augmentation du chômage. Moi, je voudrais quand même qu'on puisse avoir l'analyse de ce que donnerait le fait que la réduction de ces marges soit payée par ce qui sont les marges et les bénéfices des entreprises. Par exemple, quel pourrait être l'impact à la fois sur la croissance, mais aussi à terme sur la demande de la mise en place, je ne sais pas, mais par exemple, d'une taxation sur les dividendes. Puisqu'on a l'année dernière 100 milliards d'euros qui ont été versés en dividendes. Une taxation sur les dividendes, c'est à la fois des recettes pour l'État et potentiellement de l'investissement public, et donc de la demande par ce biais, mais ça pourrait être aussi, et je ne sais pas si vous êtes en capacité de l'évaluer, mais une proportion pour les entreprises à ce qu'une partie de leurs bénéfices, plutôt que d'être distribuée en dividendes et d'arriver dans une épargne dont vous avez dit qu'elle était aussi concentrée par la partie la plus riche de la population, eh bien, peut-être être réinvesti directement en salaire et en investissement. Je termine très rapidement sur deux questions. Un, est-ce que sur vos projections de croissance, vous intégrez les 9 milliards qui ont été gelés de manière supplémentaire récemment par le gouvernement? Et deux, sur la question de l'épargne populaire ou des classes moyennes que vous dites également affectées, est-ce qu'on ne peut pas considérer que les annonces successives d'austérité, elles aussi, et donc de coût au final, notamment pour les classes populaires dans leur rapport aux services publics et aux services qu'ils fournissent, n'ont pas un effet sur l'épargne? Merci pour votre question. Alors, effectivement, ce graphique, je ne l'ai pas commenté pour une question de temps, mais oui, vous pouvez dire aujourd'hui, si on compare le déficit d'aujourd'hui avec le déficit de 2017, globalement, le déficit d'aujourd'hui s'explique non pas par une explosion de la dépense publique. La dépense publique en point de PIB est restée relativement stable. Bon, il y a eu le pic de 2020, mais effectivement, il faut plutôt l'absorber. Vous voyez, la moyenne, c'est à peu près 57,6 points de PIB. Donc le niveau est élevé, d'accord. C'est très élevé, mais c'est stable. C'est-à-dire qu'en 2017, on était à la moyenne, et là, on est légèrement en dessous de la moyenne. Bon, allez, ok, c'est une stabilité. Et donc, le déficit, ce n'est pas les dépenses qui a explosé, c'est bien les recettes publiques qui ont baissé. Et elles sont passées de 54 points de PIB à 51,3. Donc, il y a effectivement ces 3 points de PIB dont on parle. C'est une réalité. Enfin, en tout cas, c'est l'INSEE qui nous le reconfirme la semaine dernière, avec ces statistiques qui peuvent être encore un peu révisées, mais globalement, elles sont relativement stables. Donc, oui, on a bien cette idée que les baisses d'impôts, contrairement un peu à l'idée et au souhait du président de la République, n'ont pas entraîné
exactement ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire une accélération du PIB telle que la dépense publique aurait aussi baissé en point de PIB et donc les déficits se seraient autofinancés. Bon. Ok, on peut toujours dire, donc est-ce que la politique de l'offre telle qu'elle était proposée par le président a fonctionné? Quand on regarde ce graphique, on a envie de dire non. Bon, une tout de même possibilité, c'est qu'on met en place cette politique et vous voyez qu'au début, ça semblait marcher. Au début, effectivement, on avait et la dépense publique en point de PIB et les recettes en point de PIB qui baissaient. D'accord. Donc on peut toujours s'accrocher sur les 2 premières années et qu'ensuite le monde a changé. Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu la crise énergétique et qu'on a connu 4 ans de crise. Et donc les tenants de la politique de l'offre peuvent toujours dire, bon, allez, en fait, en gros, ce n'était pas une vraie expérience parce que pendant cette période-là, ça a été trop bouleversé par un certain nombre d'éléments. OK, donc continuons, ça va fonctionner. D'accord. Bon, on peut toujours le dire. En tout cas, on ne peut pas trop le contredire. Allez, il faut juste attendre quelques années pour que ça se passe. Bon, tout de même, ce qui va compte, c'est qu'on peut regarder les finances publiques, mais vous voyez ce que je vous ai dit sur l'emploi, quand même, indique que cette politique-là ne fonctionne quand même pas beaucoup. C'est-à-dire que généralement, une politique de l'offre a comme ambition, c'est de faire augmenter la productivité de votre, enfin, la croissance potentielle de votre économie, donc la productivité du travail. D'accord. Et donc, voir aujourd'hui la productivité proche de 0, après 5 ans de politique de l'offre, indique tout de même que cette idée ne marche pas. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on redonne de la productivité. Bon, là aussi, on pourra toujours arguer que l'apprentissage, dans un premier temps, ça fait baisser la productivité, mais c'est un investissement qu'on fait sur des jeunes et qui, demain, va porter ses fruits. Donc, on peut toujours penser. Bon, donc, on ne peut pas disqualifier complètement, mais on a des gros doutes sur cette politique de l'offre. Et sans doute, il y aurait d'autres politiques de l'offre plus efficaces que celles proposées par la baisse de la fiscalité. Ensuite, une fois que vous avez ces déficits, vous dites soit je reviens aux recettes publiques d'avant-crise, d'accord, soit je baisse la dépense publique parce que je crois encore à cela. Bon, c'est ce que propose ce gouvernement. Donc ce gouvernement, là, aujourd'hui, dit c'est pas les recettes publiques que je vais toucher, mais c'est bien faire baisser la dépense publique. Et donc, je vais tout passer vers là. Là, il est certain que le faire de la sorte, sur le taux d'épargne, ça ne sera pas bon. Encore une fois, en étant un peu basique, d'accord, la dépense publique va plutôt vers les ménages des déciles du bas et les prélèvements obligatoires touchent plutôt les ménages des déciles du haut. Et donc, du coup, si vous faites peser le retour à l'équilibre via la dépense publique, vous avez une probabilité plus forte de faire payer un peu plus les ménages des déciles du bas que ceux du haut. Et donc, du coup, jouer sur les taux d'épargne, d'accord, et dans le mauvais sens. Donc, pour aller dans votre sens, oui. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui revenir au niveau des prélèvements d'avant-crise? Moi, je pense que j'en reviens à ces 110 milliards. Puisque l'effort que le gouvernement a acté avec la Commission européenne, c'est 110 milliards d'efforts, c'est là où il faut se le répartir entre tous, d'accord? Et cette répartition entre tous va passer forcément par une hausse d'impôts, parce que aller faire contribuer les ménages aisés par la dépense publique, c'est impossible. Et donc, il faudra sortir de ce carcan de non, on ne touchera pas aux impôts. Est-ce qu'ensuite, c'est via des dividendes ou via un autre véhicule? Ça, on pourra en discuter. Mais il va falloir effectivement que tout le monde prenne une part de cet effort, y compris les grandes entreprises, y compris les ménages aisés. Merci.